Bienvenue si vous nous rejoignez pour Décryptage sur Niwa d'Info, une mission de la CEDEAO en visite en Guinée-Bissau pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. A dû quitter précipitamment la capitale Bissau après des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. On en parle avec vous. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle crise entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'un de ses pays membres. Mais tout à fait, on peut parler de crise parce que quand le président Mbalo s'en prend à la CEDEAO, parce que c'est ça qu'il s'agit, parce que c'était une délégation de haut niveau de la CEDEAO, plus également l'Organisation des Nations Unies. Pas directement venant des États-Unis, mais ils ont des représentants au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui faisaient partie de cette délégation et qui étaient en train de jouer le rôle. Parce que ce qu'on reproche à la CEDEAO à chaque fois, c'est de voir les crises venir, de ne pas anticiper et de ne pas faire le nécessaire pour empêcher la crise. Ici, ils étaient en train de jouer le rôle, puisque on sentait au niveau de la Guinée-Bissau que la crise s'installait déjà sur la question de quelle est la date de fin de mandat du président actuel. Ce que moi je trouve encore beaucoup plus curieux, Mbalo a été président de la CEDEAO et il n'y a pas longtemps. Et on l'a vu pendant qu'il se mêlait à ces questions de crise pour faire de la médiation, mais être un véritable donneur de leçons sur les principes. Mais comment le même Mbalo voit une délégation de la CEDEAO, il n'est pas satisfait parce que la délégation est allée rencontrer l'opposition, mais je me demande comment on peut faire une médiation en rencontrant une seule partie. Ce n'est plus de la médiation en ce moment. Parce qu'il n'est pas satisfait, il les a menacés en bonne et due forme. Comme un militaire, parce que c'est du manu militari, de sorte que les gens ont préféré le samedi très tôt le matin partir pour ne pas être humiliés. Mais ça repose un sérieux problème. J'ai toujours dit sur ce plateau que le principal problème et le premier problème de la CEDEAO, ce sont les présidents de la République. Voilà une illustration parfaite. Élu en décembre 2019 et investi en février 2020, malgré les contestations, Umaro Sissoko Embalo devrait terminer son mandat le 27 février 2025. Cependant, il a renoncé, il a annoncé plutôt un report de 9 mois, son mandat suscitant une vague de protestations de l'opposition bissau-guinéenne. Mais comment le régime actuel justifie donc cette prolongation du mandat du président? En fait, la prolongation est dans ce que vous venez de dire. Il y a eu les élections en 2019. À la proclamation des élections en février, il a prêté serment très rapidement. Pour ceux qui se rappellent, il y a eu beaucoup d'histoires, de contestations, de publications, ce n'est pas les résultats, etc. Il y a un problème maintenant. Est-ce qu'on considère que son mandat commence à partir du moment où il a prêté serment ou bien est-ce qu'on considère que le mandat commence à partir du moment où le mandat a été validé par la Cour suprême parce que l'opposition avait saisi effectivement la Cour suprême et il faut le reconnaître clairement, entre l'élection en février et la validation, on est allé pratiquement jusqu'au 4 septembre 2020. Maintenant, lui, c'est le jeu qu'il fait. Quand le problème s'est posé, puisque l'opposition avait dit son mandat finit le 27 février, et qu'ils devaient organiser les élections avant, sinon ils ne vont plus le reconnaître comme président. Et c'est ça qui avait été le signal de la crise, raison pour laquelle cette délégation CEDEAO-ONU était là-bas pour éviter qu'il y ait le clash et que le 27 soit encore le point de départ d'une crise au niveau de la Guinée-Bissau. Mais avant cela, la Cour suprême avait été également interpellée pour dire quelle est la date de fin du mandat du président de la République pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. La Cour suprême a considéré que le 27 février, ce n'est pas la fin du mandat. Mais la Cour suprême n'y a pas ajouté grand-chose. La difficulté, c'est que le président Embalo, qui, ne l'oublions pas, avait pendant un temps ici, en septembre 2024, dit « Je ne vais plus être candidat sur la base des conseils de ma femme ». Il vient de dire qu'il sera candidat en 2025. Et quand il avait dit « je ne serai pas candidat », il avait dit en même temps que X, Y, Z ne seront pas au pouvoir.
C'est-à-dire il y a une attitude quand tu l'as par rapport à ton opposition, mais ton opposition est obligée de se braquer parce que tu ne peux pas être président de la République et décider que quand tu ne seras plus président de la République, tel opposant ne pourront pas accéder au pouvoir. Est-ce à dire que c'est toi qui décides du vote des populations? Ou bien tu vas faire ce jeu qu'on connaît très bien en Afrique qui consistera à manipuler les résultats pour que les noms précis là ne parviennent pas à arriver parmi les premiers pour pouvoir devenir éventuellement président de la République. Donc il y a tous ces éléments qui font qu'actuellement l'opposition est braquée. Ils ont même déjà commencé à appeler à des manifestations. Bon, l'ancien Premier ministre Pereira parle même de paralyser le pays. Ce qui veut dire que la crise, elle est là. Il n'y a pas encore les manifestations de rue puisque l'armée est sortie avec des militaires un peu partout. Les manifestations sont interdites. En fait, ce qui me dérange dans cette affaire, pour le dire, il y a ce même disque qui est repris tout le temps par les pays africains et curieusement, le disque n'est jamais rayé. Quand vous regardez la situation, faites le parallèle avec le Sénégal. Macky Sall a voulu prolonger son mandat au Sénégal. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et en fin de course, il n'a pas prolongé son mandat. Ceux qui ne voulaient pas qu'ils arrivent au pouvoir sont arrivés au pouvoir. Mais la Guinée-Bissau est toute proche du Sénégal. Il a suivi ce qui s'est passé au Sénégal, d'autant plus que Macky est son ami. Mais pourquoi il ne tire pas les leçons? Pour qu'au moins l'erreur qui a été commise au Sénégal, qui s'est traduite par des morts d'hommes, ne se répète pas au niveau d'un pays qui est frontalier du Sénégal. Et la mission de la CEDEAO envoyée pour conduire donc un dialogue politique a dû quitter précipitamment le pays suite aux menaces d'expulsion proférées par le président actuel. Qu'est-ce qui explique l'échec de cette mission? La mission n'a pas échoué. Parce qu'en fait, ils sont partis parce que le président ne veut pas du résultat. Quand on vient faire de la médiation, ici le problème il est clair. Les gens ne s'entendent pas sur quand est-ce que le mandat a commencé. Automatiquement, on ne s'entend pas sur quand est-ce que le mandat se termine. La Cour suprême s'étant prononcée, ce n'est plus la peine de discuter d'un point de vue juridique là-dessus. Le problème, c'est que le président a mis les élections à une date qui dépasse la date indiquée par la Cour suprême comme étant la fin du mandat, non pas de 9 mois, mais de 2 mois. L'opposition dit non. La délégation de la CEDEAO a été très claire. Ils ont rencontré toutes les parties. Ils ont réussi à avoir une feuille de route pour l'organisation des élections, mais ils ne nous ont pas dit quelle date ils ont proposé. Et certainement, comme d'habitude, ils vont chercher un compromis. Ça ne sera pas la date de l'opposition, ça ne sera pas la date du président de la République. On va chercher de trouver une date entre guillemets intermédiaire pour faire en sorte que les deux acceptent que les élections se déroulent pendant ce moment-là. Ils n'ont pas publié la date parce qu'ils disent qu'ils vont remettre ça d'abord au président de la commission qui les avait mandatés avant qu'on ne puisse savoir c'était quoi le contenu. Pour l'opposition, son mandat est officiellement terminé le 27 février 2025 et qui, à l'heure actuelle, il n'est plus dans la légitimité d'exercer en tant que président de la République. Oui, mais la Cour suprême ne reconnaît pas cette date donnée par l'opposition. Parce que c'est cette même opposition qui avait saisi la Cour suprême. La Cour suprême considère que son mandat finit plutôt après la date de février. Et c'est pourquoi la Cour suprême propose qu'on fasse tout pour que cette date de la Cour suprême soit la date qu'on utilise comme référence. Le président en a pris un peu plus, 2 mois. Il en a pris 2 mois de plus par rapport à la date de la Cour suprême. Vous avez même certains juristes qui disent, bon, ce n'est pas grave, on est toujours sur la même période à 5-10 jours près. Mais le problème avec l'opposition, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mbalo a, à un certain moment, dissous l'Assemblée. L'Assemblée où l'opposition était majoritaire, où se trouvait l'ex-premier ministre Pereira, qui ne veut pas voir devenir président de la République, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Mais ce monsieur, si vous lui demandez de laisser le président de la République prolonger son mandat, il ne peut que refuser. Si le président avait une attitude d'homme d'État, en décidant de mettre fin au Parlement, la règle de façon générale, c'est de fixer une date. Une date avait été fixée. Il a reporté la date sine die. Actuellement, il est en train de coupler élection présidentielle et élection législative. Mais il n'a pas du tout concerté l'opposition. Tout a été fait de façon unilatérale. Mais il faut le dire clairement, c'est lui le président de la République.
quand on cherche de la crise dans le pays, c'est lui qui devait être le premier à éviter la crise. Mais ici, c'est lui qui est porteur de la crise. Quand des observateurs évoquent une situation de coup d'État constitutionnel, est-ce le cas en Guinée-Bissau actuellement? Quand on prolonge un mandat, ça ne s'appelle pas autrement. Si la Guinée-Bissau est une démocratie, si la Guinée-Bissau est une république, dans toutes les républiques et dans toutes les démocraties, le respect du mandat de façon stricte est considéré à la limite comme quelque chose de sacré. Dans des conditions exceptionnelles, on peut comprendre que le mandat soit prolongé, mais pas de façon unilatérale. Il faut en discuter pour qu'il y ait un consensus, surtout avec l'opposition, ce qui n'a pas du tout été fait pour ce cas-ci. Ce qui fait que l'opposition est aujourd'hui vent debout contre le président de la République. Il reste à savoir s'ils vont pouvoir mobiliser les populations, parce que c'est ça que l'opposition essaye d'organiser présentement. Ancien Premier ministre puis président de la République élu en 2020. Et quel est le bilan du président Embalo au cours de ces 5 dernières années? À mon avis, c'est là où le bas blesse. Il y a eu beaucoup de promesses. Demandez aux Bissau-Guinéens, est-ce que les promesses ont été respectées? Les promesses n'ont pas été respectées. Je dis tout le temps sur ce plateau, 5 ans, aucun président ne peut venir changer de façon fondamentale nos pays. Parce que nos pays sont malades de la racine à la tête. On a besoin d'une véritable métamorphose. On a besoin d'un changement de mentalité. On a besoin d'un changement de procédé. On a besoin d'éveiller les populations pour que les populations comprennent que le président de la République travaille pour eux. Il y a tout ce travail qui n'a pas été fait. Mais quand on arrive dans ces conditions et que les gens optent pour le plus simple, promettre des millions d'emplois, promettre de construire des hôpitaux de référence, promettre de faire ceci, mais après on regarde. Et très souvent, après 5 ans, quand vous regardez les promesses, mais pas grand-chose n'a été fait sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que les conditions n'étaient même pas réunies d'un point de vue financier par rapport à un budget extrêmement limité, un pays endetté, ne parlons pas de la corruption, des détournements, parce que malheureusement, c'est ça notre réalité. Il faut qu'on sorte de cette situation-là. En ce moment, quand un président arrive, il n'a pas besoin de faire de grosses promesses. Il regarde la réalité, il voit dans les 5 ans ce qu'il peut faire, il se contente de cela, il fait son bilan et les populations décident de le reconduire ou de ne pas le reconduire avec la limitation du mandat. Et la Guinée-Bissau est un pays qui a connu des coups d'État militaires dans le passé. La situation risque-t-elle de s'exacerber? Mais bien sûr, si la CEDEAO a anticipé, lui-même il a été victime d'une tentative de coup d'État de façon spectaculaire pendant qu'ils étaient en conseil de ministres. Il a même profité pour accuser l'opposition, dissoudre l'Assemblée, etc. Ça veut dire que la probabilité d'un coup d'État, on ne dit pas que la probabilité existe. Il a lui-même été victime d'une tentative de coup d'État. Mais si on reconduit les mêmes conditions, mais avec les mêmes causes, mais on va avoir effectivement les mêmes effets. On risque de voir à nouveau une tentative de déstabilisation du pays par un coup d'État, parce que quand on se rappelle ce qui s'était passé après l'élection, tout le monde craignait un coup d'État militaire à l'époque. Parce qu'on ne savait plus qu'est-ce qu'on fait. On nomme un Premier ministre, ce n'est pas lui, on occupe l'Assemblée, on démet le président de l'Assemblée, que les gens se rappellent. Et c'est ça qui fait qu'on se moque des Africains également. Parce qu'il faut le reconnaître, parfois c'est ridicule les procédés que les gens utilisent pour pouvoir conserver le pouvoir, au point qu'après, quand on veut se moquer de l'Afrique, c'est cette Afrique-là que nous ne voulons plus voir, c'est cette Afrique-là qu'on montre pour dire, attendez, ces gens-là, ils en auront encore pour 100 ans avant de pouvoir sortir de leur situation. Après cette mission qui a été donc précipitée à une fin, est-ce que la CEDEAO en l'état actuel pourrait se permettre une nouvelle crise avec un pays membre? Mais surtout pas. La crise est... Surtout pas. Il y a 2 éléments ici. La CEDEAO ne peut pas se permettre une crise avec les pays qui sont membres actuellement de la CEDEAO. La CEDEAO a plus ici également l'obligation, s'il y a crise, de montrer que les réformes, les critiques qui ont été faites par rapport à la CEDEAO, ils l'ont entendu. En faisant en sorte que cette crise soit résolue par la CEDEAO. Et quand je dis résolue, pas ce qu'on a l'habitude de voir, une CEDEAO qui en quelque sorte défend la position du président de la République. Mais ici, ils n'ont qu'à montrer qu'effectivement, pour ceux qui croient encore que la CEDEAO peut faire quelque chose, ils n'ont qu'à prouver
que la CEDEAO est effectivement capable de faire quelque chose. Et après avoir donc proféré des menaces d'expulsion dans l'encontre de la mission conjointe de la CEDEAO, est-ce que le président peut-il encore pousser le bouchon plus loin quand on regarde dans le rétroviseur ce qui s'est passé, où est allé les crises, où sont allées les crises avec l'AES par exemple? Ben, je ne pense pas qu'il puisse pousser le bouchon plus loin parce qu'on n'est pas dans la même posture. La Guinée-Bissau, pour le moment, n'est pas attaquée par des groupes terroristes. La Guinée-Bissau est en très bon terme avec la France. Il ne faudrait pas qu'on fasse ce que les gens veulent faire. Il y a trop de raccourcis actuellement. Mais on est en face d'une situation où le président semble ne pas épouser la démarche de la CEDEAO. Oui, mais ne pas épouser la démarche de la CEDEAO ne signifie pas épouser la démarche de l'AES. Parce que souvent, les gens disent qu'il n'est pas d'accord avec la CEDEAO, il rentre dans l'AES. Il faut vraiment faire la part des choses. L'AES n'a pas été créée contre la CEDEAO. Parce que même cette façon de comprendre les choses est biaisée. L'AES, c'est 3 pays qui ont des problèmes en termes d'insécurité qui sont les mêmes parce qu'ils sont confrontés au même groupe armé terroriste, qui ont un problème avec la France pour les mêmes raisons d'implication, mais qui s'organisent pour pouvoir résister à la même chose et qui considèrent que la CEDEAO était plutôt du côté de la France. Mais regardez le cas de la Guinée-Bissau actuellement, qu'on ne prenne pas des raccourcis, qu'ils se lèvent du jour au lendemain pour dire aux Français quittez mon pays, je ne sais pas quoi, pour devenir membre de l'AES, parce que si c'est le cas, mais l'AES sera tout simplement une future CEDEAO. Et puis justement, en parlant de partenariat stratégique, pour terminer un mot sur la visite du président Embalo Sissoko à Moscou. Oui, mais tout à fait. C'est ça qui ça fait partie peut-être de ce qui a créé le problème, parce que quand la délégation était là-bas, pendant un temps, le président n'était pas sur place. Ben, ça a certainement permis à la délégation de rencontrer beaucoup plus facilement l'opposition, de discuter et de mettre en place quelque chose. Et certainement, quand il a vu le résultat, il n'était pas satisfait du résultat. Et je ne vois pas pourquoi il ne va pas être satisfait, parce que je parlais tout à l'heure de la Cour suprême. La Cour suprême considère que la fin du mandat, c'est le 4 septembre. Lui, il fixe les élections au 30 octobre. C'est la différence des 2 mois dont je parlais tout à l'heure. Mais la CEDEAO doit pouvoir négocier ces 2 mois et négocier également avec l'opposition pour que l'opposition accepte de s'aligner sur ce que la Cour suprême a dit. Maintenant, la visite à Moscou, c'était pourquoi? Est-ce que c'est pour continuer avec Moscou comme soutien pour pouvoir garder son mandat? Je ne crois pas que c'est Moscou qui va venir faire le travail à sa place. C'est en Guinée-Bissau que la continuation ou pas du mandat doit se décider, nulle part ailleurs. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.